Arabelle FM, ma radio. Arabelle FM, à Bruxelles, sur le 106.8. De retour dans l'édition de la rédaction pour accueillir à présent notre partenaire du lundi. Et ce 6 février, c'est au tour de Pax Christi Wallonie-Bruxelles. Notre invité Edgar Schotz pour nous parler de l'importation du conflit israélo-palestinien. Edgar Schotz, bonjour. Bonjour. Alors, le conflit au Proche-Orient est sans doute le plus médiatique et le plus tristement célèbre des conflits. Sans être réellement compris, il est également celui qui passionne le plus aux quatre coins de notre planète. La notion d'importation de conflit, cela fait longtemps qu'on en parle, mais cette importation a-t-elle encore lieu aujourd'hui, en 2017 ? Sans doute plus que jamais. Et dans le cas du conflit israélo-palestinien, c'est une importation un peu paradoxale. On parle d'importation des conflits quand, du fait des migrations qui sont de plus en plus habituelles dans notre monde, des populations installées en dehors de leur pays d'origine revivent dans un pays tiers les conflits qui ont pu marquer leur pays d'émigration. C'est le cas par exemple des populations rwandaises installées ici qui, après le génocide de 1994, ont connu de fortes tensions. Ça peut être le cas de ce qui se passe par rapport à la situation politique en Turquie, où la communauté turque installée en Belgique peut prendre différentes positions par rapport à la tentative de coup d'État et à la répression d'Erdogan. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, on est dans quelque chose de beaucoup plus paradoxal finalement, puisque les tensions qui peuvent exister chez nous ne sont pas des tensions, ou alors très marginalement, entre Israéliens et Palestiniens, mais entre des jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui s'identifient à une partie du conflit, soit parce qu'ils sont juifs mais pas israéliens, soit parce qu'ils ont en commun la religion musulmane pour certains, et on sait bien que ça ne se limite pas, l'identification ne se limite pas aux communautés musulmanes, dans la mesure où c'est un conflit sur lequel beaucoup de projections sont faites. On a tendance à s'identifier à une partie ou l'autre en fonction souvent de sa position sociale, beaucoup plus qu'en fonction d'un rapport intime, familial ou national à la question présente. Alors certains soulignent que rien n'a été plus fédérateur que les conséquences d'opérations comme plomb endurci ou encore bordure protectrice à Gaza. Les manifestants étaient très nombreux, notamment ici à Bruxelles. Alors pourquoi un tel engouement ? Est-ce pour la symbolique que représente la Palestine ou bien c'est pour autre chose ? À mon avis, il faudrait demander à chaque manifestant, et probablement que chaque manifestant a des raisons un peu différentes. Comme vous l'avez dit, c'était relativement fédérateur. Il y avait des gens de différentes obédiences politiques, de différentes croyances, différentes convictions philosophiques. Et donc je pense que probablement du fait de sa durée, et puis c'est un conflit qui dure depuis au moins 1948, et on pourrait même remonter avant. Il y a toute une série de sens qui ont été surajoutés, d'identifications qui se font de part et d'autre, et qui n'aident peut-être pas à la résolution du dit conflit. Il n'y a pas grand-chose pour le moment qui aide à la résolution du conflit, mais le fait qu'on en fasse un tel foin, j'ai envie de dire, ou qu'on le sursature de symboles, n'aide probablement pas. Alors le conflit israélo-palestinien, c'est une guerre avant tout coloniale, mais pour certains observateurs, c'est aussi une guerre religieuse. N'est-ce pas finalement cette thèse qui a quelque part poussé à exporter le conflit en dehors de cette terre sacrée justement, et l'importer ici jusque chez nous en Belgique, où il n'y a pas beaucoup de Palestiniens d'Israéliens pour importer le conflit, comme vous l'avez dit? C'est sans doute en partie la dimension religieuse qui a accru l'importation, mais l'importation était déjà présente avant. Il y avait, avant qu'on ne religiose, je ne sais pas comment il faut dire, le conflit, il y avait déjà des tensions très vives entre, pour le dire comme ça, pro-palestiniens et pro-israéliens chez nous, mais probablement que la dimension religieuse a ajouté une dimension, a ajouté un élément d'identification et rend le problème encore plus compliqué à résoudre. Si on le voit simplement en termes de conflit national, ma foi, c'est un conflit qui peut se régler avec un minimum, ou un maximum peut-être de bonne volonté, de travail, d'accord, de compromis. Dans le cadre d'un affrontement religieux qui est éventuellement vu au sein d'un conflit de civilisation, on est dans quelque chose de beaucoup plus saturé de sens, de tension et possiblement d'impossibilité de résolution. Alors cette guerre coloniale, comme on l'a dit, que certains ont transformée en guerre religieuse, une guerre qu'on a hiératisée, comme on dit, donc pour la religiosiser, comme on disait tout à l'heure. Concrètement, c'est quoi une importation des conflits? Est-ce qu'il y a des musulmans, des juifs qui se tapent dessus sur la scène publique? Comment est-ce qu'on peut la définir, cette importation?
Il y a heureusement relativement peu de violences qui sont directement reliées à ça. Bon, on sait qu'il y a eu chez nous une série d'attentats antisémites dont on peut se dire que l'importance accordée au conflit israélo-palestinien est un des facteurs qui les a causés, mais il faudrait parler à ceux qui les ont commis pour savoir exactement ce qui se passe. Mais donc voilà, l'importation, elle se produit par un vecteur d'identification et probablement avec d'autant plus de virulence que l'identification n'est pas évidente. Hein, on n'est pas comme les Turcs qui sont pro-Erdogan parce que dans leur famille il y a des pro-Erdogan ou anti parce que, etc. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus fantasmé finalement. Mais heureusement, je dirais que la violence de l'importation est surtout verbale. On sent bien que c'est un conflit sur lequel il est très difficile de parler avec des invectives de part et d'autre, des assignations, des refus de discuter, etc. Donc c'est la discussion qui devient souvent impossible. Heureusement, les cas de violence directement liés à ces conflits sont relativement rares, même si on sait que par ailleurs, et c'est probablement lié, tant l'islamophobie que l'antisémitisme sont en recrudescence chez nous. Alors, regarde chose, certains estiment aujourd'hui que l'antisémitisme est une conséquence directe de l'importation du conflit. Êtes-vous d'accord ? Ça joue, à mon avis, chez certains. C'est à la fois une cause et une conséquence. Hein. C'est très difficile de savoir. Et encore une fois, il faudrait voir les motivations de chacun là-dedans. Mais il y a un double jeu. J'étais très frappé récemment. Je discutais avec quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui travaille dans l'associatif, et qui me dit mais il faut pas lutter contre l'antisémitisme parce que sinon on pourra plus critiquer la politique d'Israël. Mais là, tu fais exactement le jeu d'organisations juives qui disent toute critique de la politique israélienne est un acte d'antisémitisme. Et donc, il faut évidemment tout à fait séparer les deux, que ce soit une position d'antisionisme ou de critique plus ou moins forte de l'État d'Israël. Ça n'implique pas, ou en tout cas, ça ne devrait pas impliquer d'antisémitisme. Mais il y a un brouillage des frontières entre une position qui est une position politique d'hostilité à la politique israélienne et une position raciste d'antisémitisme qui est hélas en train de fonctionner et de rendre encore une fois les discussions très difficiles. Est-ce que l'antisionisme a glissé d'une certaine manière vers l'antisémitisme ? Je pense que dans certains cas, c'est arrivé. Il y a vraiment des cas limites où on se rend bien compte que voilà, si vous prenez quelqu'un comme Dieudonné, on voit bien que quand il dit il se dit antisioniste, en fait, il tient un discours antisémite classique. Donc, dans certains cas, il est clair que le glissement s'est fait, mais il est très important, je pense, de maintenir la distinction théorique et de, le cas échéant, condamner ceux qui glissent de l'un à l'autre. Mais la distinction reste pertinente. Alors, on le disait en début d'interview, il y a d'autres conflits qui ont pris énormément de place dans les médias. Plus récemment, la guerre en Syrie semble avoir pris justement plus de place dans les discussions des citoyens lambda, mais également, donc on le disait, dans les médias. On pourrait même dire que cette guerre a tellement été importée qu'elle a même poussé des jeunes d'ici à tout quitter pour rejoindre, par exemple, les éléments de Daesh. Est-ce qu'on n'a pourtant jamais vécu quelque chose de tel en Palestine ou en Israël ? Oui, là on est dans à la fois l'importation et l'exportation des conflits, parce que si vous demandez à des Syriens, ils voient débarquer des jeunes Belges, ils vont vous dire que c'est eux qui sont victimes de l'importation de ce qui se passe pas bien chez nous et qu'on leur envoie nos jeunes en difficulté, etc. Donc on est dans une espèce de conflit import-export, comme je l'avais écrit dans un article. Ceci dit, si on parle du conflit syrien, le rapport d'importation a été assez marginal jusque très tard. C'est-à-dire qu'on en parlait étonnamment peu dans les médias, je trouve. C'est à partir du moment où les jeunes ont commencé à revenir de Syrie, c'est-à-dire qu'une fois que l'importation s'est doublée d'un retour chez nous, qu'on a commencé à s'en inquiéter très fortement. Et c'est vrai qu'avec la prise d'Alep, il y a eu aussi comment dire, une discussion très forte entre ceux qui étaient des soutiens plus ou moins implicites des frappes russes et de la politique de Bachar el-Assad, et ceux qui soutenaient plutôt les rebelles, avec notamment une discussion sur le caractère plus ou moins fréquentable de certains groupes rebelles. C'est relativement récent finalement que la passion se soit emparée de ce conflit chez nous. Je connais différentes personnes qui ont essayé de sensibiliser le monde, les médias, la société civile au conflit syrien depuis 2011. L'écho qu'ils obtenaient était relativement faible. Ça n'est que depuis quelques mois et
et probablement aussi avec l'arrivée massive de réfugiés, que la question est devenue un peu centrale dans les débats médiatiques et politiques. Alors on a évoqué l'antisémitisme, l'islamophobie. La lutte contre ces deux formes de discrimination, de racisme est devenue une lutte convergente. La question, est-ce que cela a contribué à quelque part changer la donne sur la vision, en tout cas ici, de ce qui se passe là-bas? Je ne pense pas. C'est un postulat que vous faites de dire qu'elle est convergente. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle le soit. En fait, elle devrait l'être. Chez tous les militants antiracistes, ils devraient se sentir également hostiles à l'antisémitisme et à l'islamophobie. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas dans les faits, ce qui est relativement normal. Hein. Vous avez tendance à vous sentir plus impliqué dans la lutte contre les discriminations qui vous touchent. Et on voit bien que dans le mouvement antiraciste en général, il y a un passage d'un antiracisme, je dirais, de blancs qui lutte au nom des minorités, pour le droit des minorités, il faudrait analyser plus longuement, mais à une lutte communautaire, c'est-à-dire de gens qui s'auto-organisent, que ce soit la communauté musulmane, la communauté juive, les Afro-Européens, qui s'organisent pour défendre leurs droits en disant mais vous n'allez pas parler à notre place, etc. Mais ce qui est tout à fait légitime. Ce faisant, la dimension plus transversale de la lutte contre le racisme se perd peut-être un peu. Donc la convergence des luttes, on la souhaite, mais on ne l'observe pas nécessairement au quotidien. Alors, Edgar Scholz, évoquant à présent toute autre chose, vous avez publié un livre à propos du complotisme intitulé « Inspirer, conspirer ». De quoi s'agit-il ? Donc c'est une recherche qu'on mène depuis quelques années à Pax Christi. En fait, essentiellement au départ d'un travail sur l'antisémitisme, on s'est rendu compte que, notamment sur les réseaux sociaux, les discours complotistes avaient tendance à se répandre avec de nouveau des figures de proue comme Alain Soral ou Dieudonné, et que très souvent ils avaient dans leur noyau un logiciel antisémite qui réactivait finalement des classiques de l'antisémitisme. Et donc on a essayé d'un peu comprendre comment ça marchait. En l'occurrence, le livre que je publie est essentiellement un livre de psychologie sociale où je n'essaye pas tant de condamner les discours complotistes, mais d'essayer de déterminer quels sont les mécanismes qui facilitent leur succès et leur propagation, en partant au fond d'un postulat qui est un peu différent du postulat traditionnel, qui a tendance à voir dans le complotisme une forme de pathologie, de version plus ou moins politique de la paranoïa. Ici, l'idée est de montrer en quoi le complotisme peut parler à tout le monde. Il y a des mécanismes dans les discours complotistes qui s'appuient sur des mécanismes que nous partageons tous. Et donc, c'est pas une maladie, c'est relativement normal. Ça a des effets très problématiques, mais en tant que tel, c'est pas en partant de l'hypothèse pathologique qu'on aura le plus de succès dans la lutte contre ces discours-là. Alors, on a l'impression que le complotisme revient un peu sur les devants de la scène. Est-ce que l'antisémitisme, on peut le dire comme ça, que c'est un terreau fertile à cette thèse complotiste ? Oui, ça s'auto-alimente. Alors c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est le terreau de quoi. Est-ce que c'est le complotisme qui est le terreau de l'antisémitisme ou l'inverse? Mais on voit par exemple, c'est très intéressant, si vous regardez le protocole des sages de Sion, qui sont un complot, mais un complot de l'empire tsariste qui produit un faux pour s'attaquer aux populations juives sur son territoire. Comment ce faux est actuellement diffusé assez largement et considéré comme une vérité établie, etc. Donc c'est un exemple de complotisme antisémite assez fréquent. Vous avez aussi évidemment toutes les billevesées sur le fait que les Juifs avaient été prévenus du 11 septembre et ne se trouvaient pas là. Alors qu'il suffit de regarder les noms. Les noms sont souvent assez parlants des quelques 3000 personnes qui sont mortes dans l'écroulement des tours. Vous verrez bien que la proportion de Juifs par rapport à la population new-yorkaise est à peu près respectée. Peut-être encore une dernière question avant de nous quitter, pour revenir au complotisme, un thème qui semble être venu à la mode. Marie Pelletier, ancienne de Pax Christi, a également rédigé un livre à ce sujet, L'ère du complotisme. Est-ce que votre démarche s'inscrit aussi dans la même lignée ou c'est autre chose ? Je dirais pas que c'est dans la même lignée, c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse beaucoup plus au démontage des discours, elle a beaucoup analysé beaucoup plus en profondeur, vraiment, elle a eu du courage pour dépioter les sites de Soral, Dieudonné, Arrêt sur Info et ce genre de choses, là où je m'intéresse plus, comme je le disais, aux mécanismes psychologiques, donc
voilà, on ne dit pas la même chose, mais on ne dit pas des choses contradictoires. On prend des angles d'études du phénomène qui sont un peu différents. Mais donc vous pouvez parfaitement lire les deux. Il n'y a pas de redite, mais il n'y a pas de contradiction non plus. Voilà, c'était la conclusion d'Edgar Scholz de Pax Christi Wallonie-Bruxelles. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle FM, à Bruxelles, sur le 106.8. Arabelle FM. Vous en avez assez de payer vos courses trop chères? Alors dites Pit Stop! oui. Après le succès de son magasin d'Anvers, Pit Stop s'installe à Bruxelles. Fruits et légumes frais, viande halal, premier choix, épicerie. Toutes vos courses moins chères sont chez Pit Stop. Profitez de prix cassés. Pit Stop! Pit Stop, 7 rue des